en fait mes clés de succès que j'ai eues, que j'ai eu avec ma chaîne YouTube, Études efficaces. Donc voilà, ça sera le sujet du jour, comment passer de 0 à 10 000 abonnés en moins d'un an. Donc restez avec nous. Yes, merci Florent. Est-ce que tu as envie de savoir, Bastien? Alors, comment tu as fait justement pour passer de 0 à 10 000 abonnés? Parce que ça semble quand même énorme. Il y a des gens qui publient des vidéos pendant longtemps. Et moi-même, j'ai publié des vidéos sur YouTube et je sais à quel point c'est difficile de faire grossir une audience. Ouais. Ça demande beaucoup de travail, de régularité, etc. Et donc, j'ai envie de savoir, toi, quelle a été ta stratégie? Un peu comment tu as fait pour atteindre ce résultat en même pas un an? Ben alors c'est ça, je vais te partager plusieurs points là. Je pense j'en ai noté 8. Maintenant, je pense que au fil de la discussion, je vais partager d'autres choses. Donc, j'ai vraiment envie de vous partager ce qui a fait le succès de ma chaîne YouTube. Donc déjà, pour commencer, le YouTube Game, c'est que c'est un jeu sur le long terme. Okay, si vous vous engagez dans la création de contenu sur YouTube, dites-vous que c'est comme un marathon. Okay, ça peut être long, mais ça paye sur le long terme. Donc, si vous avez cette envie, go, allez-y. Un peu plus court terme, TikTok est plus fait pour vous. Parce que moi, j'ai testé les deux. Donc, je vais un peu comparer les deux entre YouTube et TikTok. Mais je peux vous dire que YouTube, l'algorithme YouTube est assez solide. Et une fois que la machine est lancée, c'est wow. Les résultats, ils continuent. C'est comme une boule de neige. C'est wow, c'est les effets cumulés. Ouais. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc c'est un jeu sur le long terme. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien connaître sa cible, à qui on veut parler. Moi, en l'occurrence, c'était les étudiants à l'université. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé les sonder. J'ai contacté plus de 500 étudiants pour les sonder, pour connaître leurs problèmes en fait. Donc si vous voulez aider quelqu'un, créer du contenu, c'est connaître sa cible. Est-ce que toi, ça te parle, Bastien? Est-ce que... Bien sûr, ouais, connaître sa cible, c'est vraiment super important. En fait, c'est la base de tout. Et même, j'ai envie de dire, même pour les gens qui sont plus avancés, qui nous écoutent, c'est un truc que tu fais tout au long de ta vie d'entrepreneur, de coach. C'est vraiment, même si chaque fois que tu penses la connaître, que tu te dis, ça y est, j'ai assez d'informations, je sais qui c'est que je vais aider, je sais comment je vais les aider, et que tu as même de l'expérience, tu as plusieurs clients. Et sans cesse, en fait, il faut prendre le temps justement d'aller leur parler et de t'interroger, de te demander mais quelles sont vraiment leurs problématiques, à quoi ils pensent le soir en se couchant, qu'est-ce qui les réveille à 3 heures du mat en plein milieu de la nuit. J'aime bien cette image-là de c'est quoi la petite voix qui est dans leur tête toute la journée qui leur bouffe de l'énergie, et c'est vraiment ça, savoir connaître sa cible, quoi. C'est Comme on vraiment dit, ça. ouais, c'est connaître le problème dur. Là. Ouais. Qu'est-ce qui est douloureux, urgent, reconnu par votre cible? Posez-vous cette question en premier lieu, là, de manière instinctive. Vous avez une cible, vous voulez aider justement, moi, les étudiants. C'est quoi leur problème dur? Bon, on sait que c'est les examens, mais je veux dire, derrière ça, c'est quoi? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ne pas retenir. Donc, OK, comment faire pour avoir une bonne mémoire, tu vois? Donc, voilà, déjà, on a du contenu, tu vois. Donc, c'est vraiment connaître sa cible. Allez les interroger, les sonder, faites un questionnaire. Maintenant, c'est super simple d'être en contact sur sa cible, sur Instagram. Moi, j'ai contacté plus de 500 étudiants sur Instagram. C'est aussi simple que ça. Une fois après qu'on a Comment tu faisais pour les contacter, justement? Comment tu faisais pour les trouver? Parce que ça, les gens, ils se disent, OK, mais comment je fais, tu vois, je me rappelle quand dans mon C'est une bonne incubateur. question. Ouais, les C'est une gens, ils bonne se disent, mais question. comment on fait pour trouver, tu sais, on se dit, ça peut être compliqué. Est-ce que je dois faire un sondage, pas un sondage? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour trouver des… C'est une bonne question. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur une page d'aide justement aux étudiants ou une entreprise au Québec, parce que moi, je vis à Montréal. Et c'est une entreprise qui aide à avoir la meilleure cotère. Et la cotère, c'est la moyenne générale pour ceux qui connaissent pas ce que c'est. OK. Moi, je connaissais pas. Et du coup, je suis allé sur Cotère Expert et je suis allé voir ceux qui ont liké Cotère Expert et je suis allé leur parler. En fait, il faut être très authentique, très sincère. Je suis allé leur parler. Je leur ai dit, voilà, j'ai un projet de chaîne YouTube. Je veux aider les étudiants à avoir un meilleur Cotère. Est-ce que tu es prêt à m'aider et à remplir ce questionnaire? En fait, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens.
Je pense que c'est ça aussi. Il faut essayer un peu d'être astucieux et d'être débrouillard et d'aller voir où se trouve la cible, en fait. Sur une page Facebook, sur Instagram, est-ce qu'ils sont sur TikTok, est-ce qu'ils sont sur des forums? Je suis allé sur des forums étudiants de médecine aussi au Québec. Donc, c'est ça, c'est aller vraiment là où est votre cible, puis aller leur parler. Et dites-leur que vous voulez les aider. Je pense que ça, c'est un peu comme la fondation de votre projet entrepreneurial en tant que coach ou en tant que consultant, c'est vraiment connaître son client. Comme tu as dit, hein, c'est à quoi il pense la nuit. Quoi. C'est ça. Et ça, le seul moyen de le savoir, c'est outre le fait de la première étape, c'est peut-être de faire un questionnaire justement qui va vous permettre de récupérer des adresses email, qui va vous permettre de récupérer on va dire un premier jet d'informations, mais ça va être de l'information encore une fois de surface. Si vous voulez vraiment aller creuser et savoir qu'est-ce qui les réveille au milieu de la nuit, la personne, quand vous allez lui poser des questions, elle ne va pas vous dire de suite « Ah oui, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Elle ne va pas vous dire « Mon problème, c'est que je n'arrive pas à avoir assez de notes parce que je culpabilise dès que je prends du temps pour moi ». Elle ne va pas vous dire quelque chose comme ça. Et ça, pour le savoir, c'est un exemple que j'ai donné, il faut vraiment aller creuser et aller leur parler, en fait, tout simplement. Et comme tu l'as fait, Florent, d'aller leur échanger avec eux, leur poser des questions, leur proposer un appel offert. Et les gens, ils adorent parler de leurs problèmes. De toute façon, ils adorent ça. C'est vrai, c'est vrai. Ils adorent qu'on s'intéresse à eux. Et je trouve aussi ce qui est important quand on fait un sondage ou un appel, c'est de récupérer le verbatim, c'est-à-dire les mots qu'emploie votre cible, les récupérer parce que ça va vraiment vous imprégner. Après, vous allez les intégrer. Et après, pour votre copywriting, pour comment vous allez structurer votre contenu, ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Je pense que comme je dis, c'est la fondation parce que si votre contenu ne parle pas à la cible, vous allez parler dans le vent, en fait. C'est ça. Tout simplement. Donc voilà. Donc, comme je disais, allez vers votre cible, comprendre son problème, creuser, comme dit Bastien, creuser. Demandez pourquoi ils ont tel problème, qu'est-ce qu'ils ressentent, en fait, quelles émotions, c'est quoi leurs rêves, etc. Donc, ça, c'est une bonne démarche, je pense, pour commencer. Et souvent, quand on commence, on a notre solution en tête. On se dit, c'est ça, moi, j'ai envie de leur donner ça, j'ai envie de les aider à faire ça. Mais eux, ils s'en foutent, en fait, de ce que vous avez envie. Ce qu'ils veulent, eux, c'est leur problème à eux et c'est la réponse à leur problème à eux. Ouais. Et donc, souvent, ce qu'on dit, c'est de leur vendre ce qu'ils veulent et de leur donner ce dont ils ont vraiment besoin. Et donc, si vous voulez faire ça, si vous voulez vraiment… c'est pas partir de votre solution, mais c'est vraiment partir de leur problématique à eux. Oui. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, évidemment, j'ai regardé la concurrence, c'est-à-dire ce qui se passe sur Internet. Il y avait déjà des chaînes YouTube sur le monde des étudiants. Donc, il existe les Sherpas, justement, qui sont super bons là-dedans. Donc, forcément, ça aide aussi pour la création de contenu. Je pense que le but, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est de s'inspirer de ce qui existe déjà et le faire à sa sauce. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai eu pas mal de sources d'inspiration, que ce soit au niveau des livres, de la science, de l'apprentissage, de regarder ce qui se faisait, à quoi la cible est sensible. Les vidéos les plus regardées sur YouTube, en fait, tu regardes en fait, certains critères. Par exemple, comment apprendre une leçon et tu regardes quelles sont les vidéos les plus regardées et après s'en inspirer, etc., etc. Donc, je pense que c'est bien de regarder aussi ce que fait la concurrence pour s'en inspirer, pour l'intégrer, pour comprendre mieux qu'est-ce que la cible. Encore une fois, c'est dans une démarche d'affiner en fait son discours de vente. Donc voilà. Et moi, ce qui m'a permis… Si tu ne trouves pas de concurrent, ça peut être un signal que… c'est mauvais signe. C'est qu'il n'y a pas de problème, en fait. C'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Justement, souvent, on veut faire le truc qui est… On se dit, ouais, moi, c'est unique. Moi, il n'y a personne qui fait ce que je fais. Je suis le premier à faire ça. La manière dont tu le fais, elle est peut-être unique et justement, tu as ta propre personnalité. Et quand tu le fais, tu vas le faire toi, la façon dont tu vas créer tes contenus, tu vas mettre ta propre patte dessus. Mais c'est vrai que si tu trouves, c'est super important de trouver des concurrents parce que ça te montre, ça te valide en fait que ton idée, elle est possible. Elle a déjà marché, donc c'est possible aussi que… Et ça peut-être aussi, ça te donne de la confiance en toi, non ? De voir que… Oui, c'est clair. De voir que d'autres réussissent, c'est clair que ça nourrit ta confiance. Ça veut dire que s'il y a d'autres qui réussissent, dites-le vous. Hein. S'il y en a d'autres qui réussissent, vous pouvez réussir. S'il y en a d'autres qui réussissent, vous pouvez réussir. Répétez-le vous. Parce que les êtres humains, on s'imite entre nous. C'est vrai, on a cette capacité à imiter les autres. Et je trouve que c'est inspirant et en même temps, ça motive et ça donne confiance. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé au début à justement
à construire un contenu, parce que c'est là où je veux en venir. Une fois qu'on a récupéré tous les verbatims en fait, de nos clients, de notre cible, de nos prospects, ça aide après à structurer tout le contenu, tous les thèmes qu'on va aborder dans notre création de contenu. Donc ça, c'est bien, c'est vraiment un travail à faire en amont, parce que ceux qui se lancent dans une chaîne YouTube, des fois, ils se lancent sans s'organiser en amont. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est de brainstormer sur les idées qu'on peut avoir, les vidéos, le thème des idées qu'on pourrait avoir, et justement, le structurer et d'avoir un planning de production de contenu. Ok. Donc, si tu veux, c'est me dire, OK, par exemple, moi, pour les étudiants, c'est comment apprendre par cœur, comment améliorer sa mémoire, comment ne plus procrastiner, comment se motiver à étudier, etc. Donc, de voir les thèmes qui sont assez récurrents et après en faire des vidéos. Donc, moi, ça m'a aidé vraiment à cadrer, en fait, à cadrer, à structurer. Je pense que, comme je l'ai dit au début, la YouTube Game, c'est un jeu qui se joue sur le long terme. Donc, il faut penser long terme. Donc, si tes fondations ne tiennent pas, si ton organisation de production de contenu, ben, il n'y en a pas. Tout simplement, s'il n'y en a pas, ben, à un moment donné, tu vas te retrouver pris justement par le fait qu'il faut… Parce qu'une des clés, justement, parce que je vais en revenir après, là, je vais insister sur ça, c'est la régularité. L'algorithme YouTube aime que tu publies d'une manière régulière. Donc, moi, j'ai décidé de publier une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, ça a beaucoup payé, je pense. C'est parce que l'algorithme, il a besoin de te faire confiance au début. Il ne te connaît pas. Il se dit, OK, le mec, il publie des vidéos, mais comment je vais savoir si sur le long terme, je vais pouvoir le faire confiance. Donc, du coup, au début, l'algorithme a besoin de te faire confiance. Donc, ça, il faut miser sur la régularité. Donc, vaut mieux, par exemple, une fois toutes les 2 semaines que, 5 vidéos par semaine et après plus rien. Donc, ça, et attendre qu'on soit inspiré. Bref, il faut… Donc, ce qui demande, en fait, de travailler en amont et se dire, OK, là, j'ai mon planning de création de contenu sur les 6 prochains mois. Donc, ça, je pense, d'avoir dû prendre du temps en amont pour organiser son contenu, c'est super important, surtout sur YouTube. Qu'est-ce que ça même, on pourrait dire ça je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, même pour tout projet en fait. Tout projet qui soit d'entreprise, d'avoir un niveau de planification qui soit quand même, surtout quand tu veux faire quelque chose où il y a des deadlines qui sont récurrentes et que tous les 15 jours, tu vas devoir publier une vidéo. Faut que tu arrives à t'organiser, il faut que tu aies peut-être soit de l'avance pour justement pas être dans ce stress-là de je m'y prends au dernier moment, mince, ma vidéo c'est demain, je ne l'ai pas tournée, et dans des trucs comme ça où c'est pas viable en fait. Et si tu veux pouvoir faire un truc où tu prennes du plaisir, parce qu'avant tout, je pense que l'objectif aussi c'est de kiffer, hein, c'est de faire un truc qui te plaît et qui aide les gens, c'est d'avoir une structure qui te permet de soutenir tout ça. C'est exactement ça. Et en même temps, cette structure va permettre aussi de prendre de l'avance. C'est-à-dire le fait de planifier ces vidéos. OK, là, je vais sortir cette vidéo à telle date, à telle date, à telle date. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir, par exemple, un 3 mois d'avance. C'est-à-dire tourner ces vidéos sur 3 mois et après, se lancer et les publier. Parce que quand tu es dedans, tu te lances en flux tendu. Il y a des moments où tu vas faire comme oh putain, là, j'ai pas le temps, oh là là, j'ai pas d'inspiration, et tu vas être pris de court. Et c'est là où tu peux perdre pied. Selon moi, de mon expérience, ça m'a beaucoup aidé au début d'avoir un peu d'avance. Parce que quelqu'un qui publie tous les 15 jours, d'avoir… tous les 15 jours, on dirait que c'est pas beaucoup. Et sincèrement, je pense que quand tu te tiens sur… moi, j'ai tenu quasiment de mars à janvier, donc quasiment un an, sur 10 mois. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout qu'au début, il n'y a pas forcément de résultats. Pas forcément de résultats. Du coup, tu peux perdre en motivation. Mais le fait d'avoir une structure, un contenu de l'avance, c'est que c'est bon. Là, tu te donnes en fait des chances de ton côté pour continuer sur le long terme. Donc ça, c'est un de mes conseils. L'autre conseil aussi que je peux te donner, c'est la plupart des gens, tout dépend aussi comment tu es à l'aise devant une caméra, comment vous êtes à l'aise. Si, je ne sais pas toi, Bastien, et moi, ça m'a beaucoup aidé de scripter mon contenu, de l'écrire et de le lire face caméra. C'est quelque chose qui peut, au début, qui peut paraître un peu rébarbatif, mais je pense que ça a plusieurs avantages de scripter. Pourquoi? Parce que quand tu te mets à te filmer, tu n'as plus à réfléchir de ce que tu as à dire.
Et tu peux prendre le temps de bien peaufiner ton contenu. Donc, c'est ce qui crée un contenu de qualité, selon moi. Et après, ce qui est le fun aussi, ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir réutiliser le script pour des emails, par exemple. Ok. Donc, Ouais, ça aussi, on peut penser que le fait de scripter, c'est une perte de temps, mais en fait, non. Parce que tu t'entraînes à écrire, à copywriter, et après, tu n'as pas à réfléchir quand tu tournes la vidéo, parce que c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de parler face caméra. Et des fois, on perd ses mots, on n'est pas clair, on a oublié une idée, etc. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont très à l'aise face caméra, ils peuvent très bien se donner des notes, dire, voilà, en 5 points, je ferai ça, ça, ça. Mais moi, ce que je conseille, c'est de scripter les vidéos en avance, comme je vous ai dit, avoir du contenu de près sur 3 mois et après se lancer. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ça aussi. C'est vrai que c'est difficile parfois de parler devant une caméra. Et on a encore plus quand tu es tout seul, quoi. Des fois, tu sais, tu as l'air un peu con, quoi. Tu es là, tu parles devant ton ordinateur et tu n'as personne derrière toi. Et c'est vrai que donner du feedback, ouais. Ouais, c'est ça. Tu n'as personne pour donner du feedback. Tu vois pas comment. Moi j'ai souvent parlé en public et quand tu parles en public, tu vois, c'est vrai que tu vois comment l'audience réagit, tu vois si les gens ils rigolent à tes blagues, tu as un retour. Même t'improvises, quoi. Ouais, c'est ça. Ou même quand on est deux comme ça, juste le fait d'être deux et de discuter ensemble, tu as une interaction humaine. Donc, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus. Le contenu est beaucoup plus vivant, il y a un rythme, etc. C'est plus facile. Et quand tu es tout seul face à ta caméra, c'est dur de trouver le bon ton. Moi j'ai du mal. Je suis super à l'aise quand je suis à l'oral, tu vois, mais quand je suis tout seul, j'ai du mal encore à trouver mon rythme, à poser ma voix et à pas être comme ça, à parler comme un robot et être complètement monocorde. Et si tu fais ça sur YouTube, je pense que c'est foutu. Donc, ouais, c'est clair. Mais ça me fait penser, tu vois, que quand j'écrivais mes scripts, parce que j'ai accompagné des étudiants justement pour m'aider à travers tout ce processus, justement pour comprendre la cible, pour créer du contenu qui vraiment les aide. J'avais pris une photo d'eux. Quand j'écrivais mes scripts, je prenais une photo, j'avais une photo en face de moi et je faisais comme s'ils étaient en face de moi. J'écrivais le script comme s'ils étaient en face de moi. Du coup, ça humanisait. Je pense que quand tu veux créer du contenu pour une cible, il faut humaniser le contenu. Parce que comme tu dis, on est face à une caméra, c'est froid, il n'y a pas de feedback, on ne sait pas comment interagir. Mais justement, d'avoir imaginé comme si tu parlais à quelqu'un. Voilà. C'est dur comme au début à mettre ça en place parce qu'on a un peu le trac. C'est un peu stressant, on se dit, oh merde, là, j'ai dit un truc que je ne voulais pas, etc., etc. Mais tu t'en fous, c'est pas grave. Le tout, c'est de se dire, OK, je focus sur le fait que je parle à quelqu'un. Et je trouve que voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé pour régler les problèmes dont tu as fait part. Yes, complètement, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un truc que moi aussi, je faisais, c'est que je m'imaginais que je parlais à mon meilleur ami ou que j'avais quelqu'un en face de moi et ça m'aidait à justement que ce soit plus naturel. Ouais, plus naturel, plus vivant. Donc ça, c'est vraiment top. C'est une petite astuce là en passant. Je vous avais dit que je serai assez généreux sur les astuces ou tout ce que j'ai fait là qui m'ont aidé. Et du coup, donc, comme je disais, de scripter, prendre de l'avance. Et quelque chose qui m'a aussi vraiment aidé dans tout le processus, parce que c'est vrai que ce qui est assez ardu dans le YouTube game, c'est que il y a comprendre la cible, créer du contenu, se filmer, et après il y a le montage aussi. Enfin, après, tout dépend à quelle cible tu as, mais il faut monter ces vidéos. Ça aussi, ça demande du temps, ça demande des compétences. Moi, j'utilise DaVinci Resolve, qui est un logiciel de professionnel qui est gratuit. On le mettra dans la description de YouTube là, pour vous aider. Moi, franchement, ça m'a aidé là, ce logiciel. Mais justement, c'est une partie aussi qui rajoute du travail. Moi, pour une vidéo, ça me prenait entre 8 et 9 heures de travail quand même. Bon, maintenant, j'ai diminué parce que je suis un peu plus rodé, mais au début, ça prend entre 8 et 9 heures de travail. C'est quand même pas rien. Quoi. Ouais, c'était une journée de taf pour sortir une vidéo tous les 15 jours. Quoi, donc, Exact. Entre le script, en fait, entre la recherche, tout le processus, c'est ça. C'est entre la recherche d'idées, de scripter, de filmer, de monter,
de publier, de faire le SEO, je viens après, Ok. ben, ça me prenait entre 8 heures et 9 heures. Bon, maintenant, c'est plus entre 6 et 7 heures parce que je suis rodé, mais ça peut prendre, c'est dans ces eaux-là, surtout au début, si tu n'es pas à l'aise, par exemple, dans le montage vidéo, ça peut prendre du temps. Donc, Moi, j'avais une question à te poser justement par rapport à ce que tu disais là. Est-ce que toi, comment tu faisais pour t'organiser? Est-ce que c'était plutôt, tu faisais chaque étape les unes à la suite des autres, ou est-ce que tu étais en mode batch cooking et tu faisais, tu sais, le truc à la tendance où tu fais tous tes repas pour la semaine et donc tu faisais tes scripts à l'avance pour la semaine, après, ou pour les 3 prochains mois, tu faisais tous tes scripts d'un coup, après tu tournais plein de vidéos d'un coup et après tu montais plein de vidéos. Comment tu t'organisais un peu entre ces deux méthodes d'organisation? C'est une bonne question parce que j'ai un peu essayé, un peu tout essayé pour voir dans quel processus j'étais le plus à l'aise. J'ai essayé au début d'écrire le plus de scripts possible Ok. et donc de faire du batch, c'est-à-dire que j'ai cette tâche-là, hop, j'ai tout batché, je l'ai fait en une seule fois. Donc c'est vrai que là, j'étais plus en mode, ok, j'écris plein de scripts comme ça, c'est prêt, j'ai juste à les tourner. Et après, je l'ai tourné d'affilée. Et après, je l'ai monté. Donc, c'est vrai que c'était plus en mode monotâche. Je me focusais sur un process, enfin, une des tâches. Et je faisais par batch. Et après, c'est vrai que j'ai alterné le fait de faire une vidéo par semaine. Donc là, je faisais tout d'un seul coup. Enfin, un script, une vidéo, le montage, Ok. je le publiais et le SEO. Et j'avoue que ça dépend de chacun dans quoi tu es le plus à l'aise. Si tu es à l'aise vachement sur les scripts, ben, je te conseille d'en écrire plusieurs d'affilée, tu vois, d'en avoir plusieurs comme ça. Si jamais un jour tu es à court, hop, tu y vas là. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de ta personnalité, d'essayer. Moi, j'avoue que à un moment donné, j'ai eu de l'avance, mais je l'ai perdu. J'étais de nouveau en flux tendu. Donc, c'est pour ça que j'ai vécu un petit peu toutes les situations. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi. Et c'est là où je vois que c'est important de prendre de l'avance. Parce que des fois, on a l'impression que ça va être un long fleuve tranquille. Ce qui Ouais, est pas le cas. est-ce que la progression, c'est comme ça? Tu as fait une vidéo tous les 15 jours, ça a été facile et tu avais toujours tes 2, 3 mois d'avance ou. Non, 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 justement, c'est qu'au début, j'avais de l'avance, mais bon, l'être humain aime beaucoup travailler dans l'urgence, on le sait, c'est humain, on travaille dans l'urgence, ça motive, mais je m'efforçais d'avoir une vidéo d'avance, c'est-à-dire que, hop, j'ai une vidéo d'avance et après, j'ai toujours, donc c'était 2 semaines d'avance, c'est pas beaucoup, mais moi, ça me permettait quand même d'avoir un peu de marge pour pas me sentir à chaque fois oppressé et de créer tout le temps. Donc, c'est ça, il faut te sentir aussi à l'aise si tu sens que tu n'es pas assez à l'aise dans la création de contenu. Donc, baisse la cadence et dis-toi que tu vises la régularité, une vidéo toutes les 2 semaines plutôt qu'une vidéo par semaine et que ça soit qu'il y ait trop de pression pour toi. Donc, c'est vraiment essayer, c'est de laisser erreur beaucoup. Mais du coup, là, comme je vous ai partagé en fait toutes les étapes en fait du processus, moi, ce qui m'a aidé, c'est justement même dans le script, j'avais une structure, l'accroche, le jingle, la présentation du contenu, appel à l'action. Donc, même dans mes scripts, c'est structuré. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la structure parce que des fois, on n'a pas forcément d'idée, mais le fait de se dire, OK, je ne sais pas par quoi commencer. Tu vois, on parlait de procrastination. D'ailleurs, allez écouter notre dernier épisode sur la procrastination de la semaine passée, où Bastien nous livre vraiment quatre étapes clés là, pour se libérer de la procrastination. C'est top. Ben justement, on parlait des briques. Ça, c'était le premier conseil de Bastien. Ben justement, le fait de structurer son script, c'est des briques. On a des briques. Et ça permet justement de ne plus procrastiner parce que tu te focuses juste sur l'intro. OK, aujourd'hui, je vais écrire l'intro. C'est ma première brique. Et facile. Et une fois que tu es lancé, hop, tu écris le reste, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que parfois, on a l'impression d'être devant la montagne je dois créer 10 vidéos, 12 vidéos. Mais non, non, non. Pensez pas à ça. Pensez juste à, OK, aujourd'hui, je dois faire juste l'intro, les 10 premières lettres, les 10 premiers mots, tu vois. C'est ça. Allez-y, brique par brique. Et c'est comme ça que tu peux y arriver dans la vie. C'est brique par brique. Et la procrastination, elle aura pas lieu là. Ouais. Écrivez la première phrase. Là, aujourd'hui, mon Voilà. objectif, c'est d'écrire juste le titre de ma vidéo, quoi. Exactement. Et une fois que Exactement. tu as le titre, bah, tu écris le premier paragraphe, tu écris la première partie, la deuxième, et ça va tout seul. Mais Exact.
C'est comme juste, au lieu d'aller courir, de te dire il faut que j'aille courir 10 km. J'aime bien, c'est dans le livre Atomic Habits de James Clear, justement, il te dit au lieu d'aller courir, je vais aller courir 10 km. Ben, il y a certaines personnes, elles se disent non, j'ai pas envie d'aller courir 10 km. Par contre, je vais mettre mes chaussures de sport et juste faire mes lacets. C'est simple. C'est simple. Facile. C'est la première Après, étape. tu vas courir. Mais une fois que tu as des chaussures de sport, tu ne vas pas rester comme ça. C'est ça. Mais ça, c'est comme un hack anti-procrastination. C'est se concentrer sur la plus petite étape possible. Mais il faut se répéter, se répéter. Parce que c'est comme si notre cerveau est en mode défaut. Par défaut, notre cerveau, il se dit « Oh là là, c'est gros, ce qui m'attend, c'est douloureux, j'ai pas envie, je procrastine, je n'ai pas envie de le faire et je vais me mater une série sur Netflix. » Alors que si tu te dis « Mais non, tu sais, t'essayes de… » Tu l'amadoues en fait. Mais non, regarde, il y a juste comme un enfant. Mais non, regarde. Regarde, c'est juste, tu mets tes baskets, c'est bon, après tu vas courir, t'inquiète pas. Et là, tu l'as eu ton cerveau et hop, tu fais ce que tu as à faire. Donc, moi, je trouve que ce conseil de se concentrer, se focuser sur la plus petite étape possible, d'où le fait de découper chaque tâche. Et pour le montage, c'était pareil. J'avais mes rushs et je découpais tous mes rushs. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment important pour ne pas perdre pied. Comme je disais que le YouTube Game, c'est un marathon, mais justement de se dire que c'est un pas après l'autre, ben, on peut y aller. Pour être motivé sur le long terme, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment se structurer, s'organiser, découper chaque tâche. Et après, je ne dis pas finger in the nose, mais presque, quoi. Du coup, le prochain conseil, c'est vraiment de travailler sur SEO. Le SEO, c'est vraiment, comme on disait, c'est du copywriting, c'est de récupérer comment ta cible, en fait, les mots de ta cible, et réussir à les replacer dans tes scripts. Aussi récupérer ce qu'ils utilisent, puis le mettre dans la description. À qui s'adresse, si vous voulez, vos vidéos, le marquer. Mais si tu fais des vidéos pour les étudiants, tu dis cette vidéo s'adresse aux étudiants qui veulent justement obtenir la meilleure moyenne générale ou n'importe quoi, le meilleur classement. Donc ça, c'est vraiment important de faire ton SEO YouTube. Parce que l'algorithme, il est super intelligent, il écoute tout ce que tu dis. Donc ça, c'est… Ah ouais, donc tout ce que tu dis dans ta vidéo aussi, ça compte par rapport au SEO. Mais le truc, c'est ça, c'est que le SEO, c'est le référencement, comment tu vas être référencé sur YouTube. Donc, une des premières clés, c'est justement de savoir qu'est-ce que ta cible. OK, elle est perdue, elle a un problème. Qu'est-ce qu'il va chercher sur YouTube? Quel mot il va dire? Est-ce que, par exemple, pour les étudiants, c'est comment mémoriser son cours le plus rapidement possible? Comment étudier efficacement? Bref, c'est aller voir qu'est-ce qu'elle cherche, se mettre dans la peau de l'étudiant, de ta cible, et savoir c'est quoi les mots-clés. Tu vois, c'est vraiment un travail sur les mots-clés et les tags. Et comme tu disais, c'est que tu vas dans ton script, en fait, le YouTube, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute tous les mots. Et en fonction de la description de ce que tu mets, ton titre aussi, il va repérer si c'est cohérent. Et du coup… Attends, je vais éternuer. À tes souhaits. Merci. Du coup, l'algorithme, ça, c'est vachement intéressant. C'est qu'il écoute, il se dit, OK, ça, il a dit procrastination, il a dit comment mieux mémoriser, OK, il a dit ça, et il va voir si tes mots-clés que tu lui as donnés pour tes vidéos se retrouvent bien dans ce que tu dis. Donc, c'est important. Ah ouais. Moi, j'ai envie de conseiller les gens là-dessus, des fois, de partir sur le SEO. C'est quoi les mots-clés? C'est quoi les problèmes durs de votre cible? Et à quel problème dur répond votre vidéo, votre contenu aujourd'hui, tu vois? Et partir du SEO et après construire son contenu en fonction de ça. Comme ça, et dans le script, insérer les mots-clés qu'il faut. Donc, moi, je trouve que c'est astucieux. Ça va complètement avec ce qu'on a dit avant, de ne pas partir de votre idée, votre solution, mais de partir vraiment du problème de l'autre et qu'est-ce qu'ils recherchent en fait. Et est-ce que tu avais un outil pour faire ça ou comment tu fais pour trouver les mots-clés que les gens ils cherchent? Moi, j'ai utilisé TopBuddy. On pourra le mettre dans la description aussi. J'avais regardé d'autres outils, dont certains que tu m'avais partagés. Je ne me souviens plus les noms, mais on pourra les partager après dans la description. Mais moi, TopBuddy, c'est celui qui m'a le plus aidé. Donc, c'était une version en plus gratuite. Et je faisais une recherche de mots-clés. Et il peut t'aider justement pour les tags. Parce que après, dans
quand tu postes, quand tu publies ta vidéo, Mm. il y a une partie où tu peux mettre des tags. Donc ça, c'est les tags, ça correspond aux mots-clés de recherche dans la barre YouTube rechercher, ce que va mettre ta cible. Ok. Donc ça, c'est super, super important de bien optimiser tes mots-clés. Donc ça fait partie du SEO. Donc ça aussi, vraiment travailler son SEO, la description, l'auto-référencement, c'est-à-dire que si tu en es à ta 10e vidéo, ben, de faire du référencement, c'est-à-dire de dire à ta cible, ah ben, si tu veux, par exemple, je ne sais pas moi, être plus motivé pour réviser, ben, va voir cette vidéo. Donc, se référencer soi-même dans chaque vidéo. Ouais, c'est exactement ce que tu as fait là. En plus, tu vois, tu dis, si vous voulez savoir par rapport à la procrastination, allez voir l'épisode de la semaine dernière. Et donc, et comme ça, en dessous, là, dans la description de cette vidéo, on va vous mettre le lien vers l'épisode de la semaine dernière. Exact, c'est ça, c'est s'auto-référencer. Donc ça, ils aiment bien là, le SEO YouTube, aime bien ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie SEO. Ça, c'est très important, forcément. Si tu ne travailles pas ton SEO, il y a moins de chances en fait que tes vidéos soient bien référencées. Vraiment travailler avec YouTube et être aligné avec comment l'algorithme fonctionne plutôt que de… parce que sinon, vous allez faire plein d'efforts, vous allez mettre plein de travail justement pour créer du contenu. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas aligné avec comment que ce soit sur n'importe quel réseau social, hein, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, si vous faites quelque chose qui n'est pas aligné avec comment les codes de la plateforme, ben, vous allez tout simplement, ça va rajouter beaucoup de friction et personne ne va tomber sur vos vidéos et sur votre contenu. Mais j'aime bien ton idée d'alignement parce que c'est vrai que c'est en même temps, quand tu crées du contenu, c'est entre un alignement entre ta cible, ce que veut ta cible, le problème de la cible, et souvent l'algorithme, c'est sur TikTok, YouTube ou d'autres plateformes, Instagram. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes et puis essayer de mélanger tu vois, l'alignement, je trouve, et ton contenu. Le contenu est au milieu, tu as le problème de la cible et l'algorithme, et que ce soit tout aligné pour qu'il y ait une certaine cohérence, quoi. Par exemple, si tu publies sur LinkedIn, d'avoir des commentaires sous ton post, ça va dire à l'algorithme que ton post est de super bonne qualité. Tandis que si c'est sur Facebook, ça va être le partage. Si quelqu'un partage ton post, ça va indiquer à l'algorithme que ton post est de qualité. Sur YouTube, ça va être encore une fois différent. Je t'ai perdu, Bastien. Je t'ai perdu. Est-ce que c'est moi? Non. Bastien, je t'ai perdu. Plus de café. Plus de coach, plus de café. On a perdu Bastien. Du coup, je ne sais pas si je peux conclure. Ah non, je suis tout seul, mais je suis toujours en live sur YouTube. Moi, je vais finir ce coach café. Ça arrive, un problème technique. Bastien m'écrit que son ordi a bugué. C'est des choses qui arrivent. Du coup, moi, dans les derniers conseils que je voulais vous donner, c'est d'externaliser vos vidéos. C'est-à-dire que moi, mes vidéos, je les postais sur des groupes d'étudiants pour les aider à mieux réviser. Donc, c'est vraiment externaliser les vidéos, c'est-à-dire de prendre les liens des vidéos et de les mettre sur des forums, justement sur Instagram, sur Facebook. Essayez vraiment d'externaliser les vidéos. Et le plus important pour la fin, c'est pour tenir sur le long terme, c'est de focus sur le process et non sur le résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand on crée du contenu, ça peut être super frustrant de ne pas avoir les résultats qu'on attend. C'est-à-dire que les vidéos ne soient pas vues, qu'il n'y ait pas d'abonnés qui augmentent. Et c'est vrai que moi, j'ai connu cette frustration pendant la création de mon contenu, là, pendant ces 10-11 mois. C'est qu'en septembre, j'ai… il y a Bastien qui se reconnecte. Est-ce qu'il est là? Nickel. La magie de la télé. Ah, je t'entends pas. Je crois que ton micro est off. Les aléas du direct. Mais ça va, t'es resté en live, toi? Ouais, je continuais, j'allais conclure. Parfait, ouais, excusez-moi, ça arrive. Hein, ouais.
mon ordinateur qui est devenu tout rouge, qui a redémarré. Il a fait un burn-out. Non, mais du coup, Il a fait un burn-out. Il a trop travaillé là aujourd'hui. du coup, c'est ça. C'est juste disais qu'il fallait externaliser les vidéos, c'est-à-dire les poster ailleurs. Donc ça aide aussi au SEO. Et le dernier conseil que je donnais et qui est pour moi le plus important, c'est le meilleur pour la fin, c'est de focus sur le process et non sur le résultat. Pourquoi? Parce que si tu te focuses sur le résultat que tu ne contrôles pas, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre d'abonnés que tu vas avoir, parce que tu ne sais pas finalement combien tu vas avoir. Moi, personnellement, je ne pensais pas avoir plus de 10 000 abonnés en moins d'un an. On m'aurait dit ça, j'aurais dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, parce que je ne le contrôle pas. Parce que l'algorithme, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas dans la vie, donc il ne faut pas se focus là-dessus. C'est vraiment, tu te focuses sur ton comportement. Là, c'est le process, comme j'ai expliqué. Focus sur le process, focus, comme l'a dit Bastien, sur le fait que tu kiffes aider les gens. Reste focus sur le fait que tu aides les gens et que tu continues, que forcément, ça va aider quelques personnes. C'est pas grave. Au début, c'est des dizaines de personnes, ça va être ta maman, tes amis, c'est pas grave. Le tout, c'est que tu restes concentré sur le processus de création. Donc ça m'a aidé parce que comme je disais en décembre, je veux dire en septembre, j'ai été démotivé. J'avais plus de motivation dans le sens où j'avais plus de résultats. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de mes attentes et ça m'a démotivé. Donc, et puis j'en ai parlé à Bastien, puis il m'a remotivé et tout. Donc aussi de se faire accompagner, hein, forcément, ça aide à être motivé sur le long terme, d'avoir quelqu'un, un accounting body, je sais ça. Ouais. Donc Qu'est-ce que tu as fait justement quand tu as eu si quelqu'un, tu vois, commence, parce que ça fait plusieurs mois et tu commençais peut-être à douter, et c'est normal, hein, parce que ça fait des fois 6 mois, 8 mois, peut-être un an, et certaines personnes, elles vont mettre 2 ou 3 ans peut-être avant de décoller, et qui commencent à douter parce que tu fais le travail, tu mets le taf, tu mets les heures, tu mets les efforts, et tu n'as pas les résultats que tu veux, ou en tout cas, c'est pas tu les as pas de suite. Comment tu fais justement pour continuer à t'accrocher, à te dire non, en fait, c'est ça que je veux, ça me fait plaisir, je sais que j'aide les gens et ça me fait kiffer et je veux continuer à le faire et tu arrives à pas baisser les bras. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Mais il n'y a pas une chose que j'ai faite qui m'a vraiment aidé, mais je pense que c'est se rappeler pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Pour aider les gens. Aider les gens, régler leurs problèmes. C'est vraiment, je pense que quand tu crées du contenu, il faut être concentré sur ce côté altruiste des gens, changer la vie des gens, des étudiants ou d'autres coachs, tu vois. Moi, je le fais aujourd'hui. Pourquoi on est motivé à le faire? Je pense que c'est de se dire qu'on va aider les gens, on va partager nos connaissances pour aider les gens. Ça, c'est hyper puissant comme motivation. C'est pas suffisant. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir un accounting body, comme toi, là, te dire OK et te partager des fois que j'en avais marre, parce qu'on est des humains. Et voilà, ça arrive. Et de se dire OK, faire le point, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est vraiment pourquoi je fais ça? Tu vois, c'est te reconnecter. C'est ça, c'est retourner vers le pourquoi et puis à la limite, se dire OK, moi je me suis donné comme challenge de faire 12 mois, je suis arrivé jusqu'à 10-11 mois à peu près. Bon, ben voilà, maintenant j'ai décidé de me lancer dans un autre projet, fine. Mais je m'étais donné comme challenge minimum de 12 mois. Bon, ça a été 10 mois. Moi, je trouve que le pari était accompli, là. Enfin, en tout cas, mon objectif était atteint, hein. Après, des fois, les objectifs, c'est comme comment on dit en anglais, des guiding stars, là, des étoiles du Nord. Il ne faut pas que ça te guide. Moi, ça m'a guidé dans tout ce processus YouTube. Et c'est ça, là, c'est vraiment se reconnecter à notre étoile du Nord et d'avoir des gens. Et puis, dernier conseil, d'être en contact finalement le plus possible avec, je crois qu'on ne l'a pas assez dit, hein. D'être le plus en contact avec la cible. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir coaché des étudiants en même temps que je faisais des vidéos, ça me motivait parce qu'ils me disaient que ça les aidait et puis ça me donnait aussi, ça me nourrissait mon projet. Donc, bien sûr. Et c'est ça, et au début, quand tu as la feuille blanche, peut-être, tu sais, tu n'as pas forcément d'idée pour créer ton contenu, tu ne sais pas forcément qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas raconter. Et ça, c'est beaucoup, ça arrive beaucoup quand tu ne crées pas encore de contenu.
Et quand justement tu es dans l'action, tu as commencé à faire des vidéos, tu as commencé à les publier, tu commences à avoir des feedbacks, des retours, ben là c'est beaucoup plus facile parce que tu coaches des étudiants, tu leur parles en direct en même temps, et donc tu as ta créativité, ton cerveau qui s'allume. Et là, c'est plus choisir quelles sont les vidéos que je vais faire que le problème de la créativité, de ne pas avoir d'idées. Ouais, c'est ça, en fait, de se dire que moi, je trouve qu'il y a un modèle mental qui est vraiment erroné. La créativité, c'est de penser de réinventer, enfin, d'inventer la roue à partir de rien. Tu sais, c'est la création, comme on dit, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Ça n'existe pas. On imite, on part toujours d'un existant et après, on le fait à notre sauce. Puis, tous ceux qui ont justement ce syndrome de l'imposteur ou des gens qui se disent qu'ils ne sont pas créatifs, non, n'écoutez pas ça. Dites-vous, lancez-vous, créez et à partir de vos créations, essayez de vous améliorer à chaque fois. Dire, OK, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Parce que les idées restent fondamentalement à peu près les mêmes. Maintenant, c'est la cible qui va changer et c'est aussi comment tu vas le dire. Parce qu'il y a 10 000 manières de présenter comment procrastiner, quoi, tu vois, comment arrêter la procrastination. Donc, je pense que la créativité, elle n'a pas de limite. Maintenant, c'est à travers la création que la créativité vient. C'est un peu comme la motivation. Il ne faut pas attendre d'avoir envie pour être motivé. Il faut faire les choses. Il faut faire d'abord les choses. C'est se mettre dans l'action qui va te motiver, qui va te donner les émotions. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent d'être émotionnellement inspirés. Oh, j'ai envie, nanana. Puis c'est ça qui va me faire passer à l'action. C'est ça qui va me donner un résultat. Non, il faut passer d'abord à l'action, coûte que coûte. Focuser sur la première brique. C'est ça qui va te donner la motivation et c'est ça qui va te donner des émotions et d'être satisfait. Et c'est comme un cercle vertueux, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses pour conclure Pour cet conclure, ouais, épisode du jour là. c'est exactement ça. Je voudrais revenir sur un point là que tu disais, c'est justement de ne pas avoir peur aussi de s'inspirer des autres. Souvent, le syndrome de l'imposteur, ça peut être le truc de dire ah, mais moi, j'ai rien créé, moi, j'ai pas d'idée, moi, j'ai pas de créativité. Et il y a une phrase de Steve Jobs qui est quand même qui répétait beaucoup. C'est pas lui qui l'a, c'était une phrase de Pablo Picasso, pardon, que Steve Jobs répétait souvent. Et Pablo Picasso et Steve Jobs sont deux personnes qui ont créé plein de choses, justement. Et il disait les, les, euh, les grands artistes copient et les génies volent. Et dans le sens où euh, il y a des personnes qui ont des idées, je ne vous dis pas de piquer le travail de quelqu'un d'autre, mais qu'il y a des personnes qui ont des idées géniales, qui ont passé des dizaines et des dizaines d'années à trouver un concept, à développer, ils ont peut-être passé leur vie à créer quelque chose d'unique. Et vous pouvez, comme si vous prenez un livre tout simplement et récupérer toutes ces années d'expérience, toutes ces années d'essais et erreurs, vous l'approprier et bien sûr mettre votre propre patte, mettre votre propre personnalité. Euh, et c'est là où vous allez faire quelque chose d'incroyable. Il ne faut pas avoir peur de s'inspirer des autres. Et une autre phrase que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'en plus, c'est en échouant à copier des personnes qui vous inspirent que vous allez trouver vraiment votre personnalité. C'est en échouant de copier quelqu'un qui a passé des années et des années à développer un concept. Vous allez essayer de le faire, mais vous ne pourrez jamais le faire aussi bien que lui. Vous ne pourrez jamais le faire comme lui. Parce que vous êtes différent, vous avez votre propre vie, vos propres expériences. Et c'est justement en essayant de le copier comme ça que vous allez trouver ah ben non, ce style-là, cette façon de parler, cette façon de présenter les concepts, ça ne me plaît pas et ça me parle plus. Et c'est comme ça que vous allez aussi trouver, c'est un bon moyen d'apprendre à se connaître, en fait, d'imiter et d'apprendre des autres. Ouais, je suis d'accord. Hein, ça me fait penser à la phrase un fake it until you make it, dans le sens où tu regardes qui t'inspire et tu essayes au début de l'imiter. Hein. Je sais pas, c'est comme un instrument de musique. Hein. Moi, je suis pianiste. Au début, tu prends des morceaux, les classiques, et tu les rejoues. Tu les rejoues et tu les rejoues des centaines de fois. Et après, voilà, en sachant jouer tes classiques, c'est après que tu peux mettre ta personnalité dessus. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est top. Donc, je vais faire un petit récap pour voilà, parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. J'ai vraiment voulu partager un maximum. C'est possible que j'en ai oublié, mais si j'en ai oublié, on mettra dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si ça vous a aidé, si vous avez des questions. Donc voilà, ma chaîne YouTube, c'est Études efficaces. Donc voilà. Donc pour récapituler, le YouTube Game, c'est un jeu sur le long terme. Donc c'est vraiment un marathon. Dites-vous que les résultats vont payer, mais que sur le tard. Au bout, je ne sais pas moi,
de 12 mois, 24 mois, de 2 ans. Voilà, il faut se mettre ça en tête. C'est important d'avoir le bon mindset avant de commencer de publier sur YouTube. Le deuxième conseil que j'ai donné, c'est vraiment ce qu'on a dit le plus, je crois, cet épisode, c'est connaître sa cible. Yes. C'est important aussi de structurer son contenu, de découper toutes les tâches, que ça soit de scripter, que ça soit pour le montage, sur le SEO, de connaître toutes les tâches qu'il y a à réaliser pour faire juste une vidéo. Donc, c'est vraiment important parce qu'après, quand on procrastine, on sait sur quoi se focuser. J'ai aussi pas mal parlé de la régularité, d'être régulier. Ça, c'est l'algorithme, il adore ça. Donc, vaut mieux une vidéo toutes les 2 semaines que, par exemple, 5 vidéos en une semaine, puis après, plus rien. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai aussi expliqué le SEO, externaliser les vidéos et au final, se focuser vraiment sur le processus, sur le chemin, comme dans, j'ai envie de dire, dans tout projet, comme dans la vie. C'est faut apprendre à kiffer en marchant, quand on dit sur le chemin. C'est comme si la vie était une randonnée, puis tu kiffes chaque jour, chaque pas que tu mènes. Peu importe la destination, c'est voilà, c'est un peu comme une étoile, un guide. Tu vois, c'est ton étoile du Nord. Tu sais que tu avances vers là, mais kiffe chaque pas que tu réalises au quotidien. Le tout, c'est d'avancer, c'est de progresser et de se voir progresser. C'est important, comme on disait la semaine dernière, mesurer les progrès. Et vous allez voir, c'est vraiment satisfaisant de faire des vidéos YouTube parce que tu te vois progresser et en plus, tu as une satisfaction de voir qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc vraiment, si tu as peur de te lancer, lance-toi dès aujourd'hui dans le plus petit pas possible. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré, que ça t'a inspiré aussi, Bastien. Ah, mais bien sûr, c'était super de voir toute cette expérience que tu nous partages. Moi, je l'ai suivi un peu derrière les coulisses et là que tu nous donnes un peu les dessous de comment tu as réussi à passer de 0 à plus de 10 000 abonnés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ça a été très riche cet épisode. C'était un format en plus un peu plus long que d'habitude. Ah, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à nous dire justement dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous avez préféré ce genre de format, ce partage d'expérience, ce partage de. Ouais. Mais après, on est en mode café. Hein. C'est vrai qu'on ne se chronomètre pas. Et on est voilà, en mode... on n'est pas en mode. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Justement, c'est pas ça. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour dire qu'on est en mode discussion. Donc, des fois, on a envie de partager. Et quand on a beaucoup de choses à dire, c'est vrai que ça peut un peu déborder. Donc, mais si vous préférez, on peut continuer. Nous, on peut être bavard. Hein. Yes, on a plein de choses à dire. Et justement, là, tu vois, à l'inverse de YouTube, on est vraiment sur une forme de contenu où on n'est pas scripté, sans prise de tête. C'est vraiment une discussion et c'était l'intention qu'on avait derrière ce coach café. C'était vraiment de montrer un peu les dessous de la vie d'entrepreneur et de coach et de vous partager nos expériences au quotidien. C'est super. Bah, écoute, je te remercie, Bastien, pour cet épisode et toutes tes questions pertinentes. Merci à toi, Florent. Et on se dit à la semaine